thyroïde? Professeur Hamida, elle a fait? Qu'est-ce que vous avez fait thyroïde? L'hyper ou l'hypothyroïde? Et aussi? Thyroïdite? Non? Non, c'est tout ce qu'on a fait. D'accord, ok, très bien. Je vais faire les cancers thyroïdiens. En fait, les cancers thyroïdiens, c'est une partie normalement à la prise en charge d'un nodule thyroïdien. Donc, je vais essayer de parler de nodule thyroïdien prise en charge parce que c'est en fait, les goitres, il y en a plusieurs catégories. C'est-à-dire, il y a les goitres des fumes. Après, vous allez les voir avec Dr. Fisseh. Il y a les goitres nodulaires. Dans les goitres nodulaires, lorsqu'on retrouve un nodule, on va faire la cytoponction, on tombe sur les cancers thyroïdiens. Un à ma partie, ça serait les cancers thyroïdiens. Quel type c'est-à-dire quel type histologique est pris en charge. Mais en fait, il figure surtout les conduites à tenir devant un nodule, un goitre ou bien nodule thyroïdien. On commence. Si vous avez des questions, quand vous voulez, soit on les laisse à la fin de chaque cours, soit vous me dites, c'est quand vous voulez. Hein. Si vous voulez qu'on travaille le interactif, c'est à vous de voir. J'attends votre réponse. Donc, je commence. Comme introduction, il faut savoir que le cancer thyroïdien, c'est une tumeur maligne du corps de la thyroïde qui est en général présentée, je vous ai dit, sous forme d'un nodule. Son diagnostic, comment il se repose, c'est l'examen, bien sûr, comme toute tumeur maligne, sur l'examen anatomopathologique de la pièce opératoire et plus rarement sur une biopsie de métastase. C'est-à-dire, c'est des malades qui consultent pour soit une métastase hépatique ou pulmonaire ou osseuse. On a aussi, attendez, voilà, ça c'est un petit rappel physiologique. Voilà la glande thyroïde. Ça, on dit qu'elle a la forme d'un papillon. Ça, c'est la luette thyroïdienne. La plupart du temps, parfois, elle n'existe pas. Elle prend là, c'est la trachée. On a l'isthme thyroïdien. Et il prend le 1, 2, 3, l'arcade trachéale. Il comporte deux lobes, lobe droit et le lobe gauche, et on a l'isthme. Parce que pour la situation talénodule, on dit soit c'est une lobaire supérieure, médiolobaire, ou bien lobaire inférieure, droit ou gauche. Là, c'est les nodules isthmiques, la situation au niveau des nodules isthmiques. Il faut savoir que dans le parenchyme thyroïdien, il est formé de deux. On a les cellules folliculaires, ou bien on des cellules folliculaires, on des cellules vésiculaires, ou bien cellules thyroïdiennes. C'est la même terminologie. On dit les cellules parafolliculaires ou bien les cellules C. Les cellules parafolliculaires ou bien les cellules C, ils ont un siège très sélectif, c'est au niveau de la lésion, de l'union de un tiers supérieur et les 2 tiers inférieurs. Là, c'est la localisation préférentielle des cancers qui sont développés à partir des cellules parafolliculaires, c'est-à-dire les cancers à cellules C qui sont les cancers médulaires. C'est-à-dire, si on a un nodule qui se localise au niveau on dit médiolobaire, au niveau de l'union de le 1 tiers moyen supérieur et les 2 tiers inférieurs, on suspecte plus un CMT, c'est-à-dire un cancer médulaire de la thyroïde. Donc, pour les cellules, pour les cancers, on revient qu'il y a 2 types de cellules. On a deux types de thyroïde, de cancer thyroïdien proprement à la thyroïde. C'est-à-dire, il y aura d'autres tumeurs, mais les 2 tumeurs de la thyroïdien sont soit à base, qui sont à partir de cellules folliculaires, ils sont les cancers papillaires, les cancers vésiculaires et les cancers anaplasiques. On a les cellules parafolliculaires qui représentent 1 à 2%
des cancers thyroïdiens et sont les cancers médulaires. Il y a une classification des tumeurs malignes de la thyroïde. On les classe sur deux. On a les tumeurs primitives, c'est-à-dire qui dérivent des cellules de la thyroïde, et on a des cellules malignes primitives mais non épithéliales, c'est-à-dire c'est le reste, c'est le tissu lymphoganglionnaire, c'est-à-dire les lymphomes, et les autres, les carcinomes muco-épidermoïdes, mucineux, c'est-à-dire il y en a d'autres composantes qui sont mises à part les cellules thyroïdiennes et les cellules parafolliculaires, c'est-à-dire les cellules C, qui sont à l'origine d'autres cancers. Ce tableau-là n'est pas à apprendre, c'est juste pour voir qu'il y a, pour le cancer papillaire qu'on va le voir après, on dit variante vésiculaire, macrovésiculaire, à cellules hautes, à cellules claires, les scléroses en diffus. Là, c'est une classification anatomique que vous allez la voir normalement dans le cours d'anatomopathologique assuré par Dr Iril Erra. Là, c'est selon l'architecture, c'est-à-dire c'est des papilles. Donc, on va le voir, c'est quoi le cancer papillaire. Donc, on est dans le cancer papillaire, mais quelle variante, quel type de cellule? On dit papillaire vésiculaire, macrovésiculaire et autres. Pour le carcinome vésiculaire, il y a 3 catégories. Il y a la invasion minime ou bien à cellules invasives, à forte invasion cellulaire. Plusieurs variantes qui existent. Et on a le carcinome indifférencié ou bien c'est le anaplasique. Et quatrièmement, on a le carcinome médulaire ou bien à cellule C. Les carcinomes papillaires, vu qu'ils respectent l'architecture c'est-à-dire l'architecture thyroïdienne, même le cancer médulaire, on parlera des cancers différenciés, contrairement au carcinome anaplasique qui est indifférencié. Pour les cancers différenciés de la thyroïde, de souche folliculaire, je vous ai dit folliculaire, c'est-à-dire thyroïdien, c'est-à-dire vésicule, c'est le même terme. Le follicule thyroïdien, il est composé de cellules thyroïdiennes ou bien de cellules vésiculaires. Il représente plus de 90% des cancers de la thyroïde. Il faut rassurer le patient, ce sont des cancers de très bon pronostic, c'est-à-dire la survie relative à 5 ans, elle est proche de 95%. Parfois, c'est des malades qui décèdent par autre pathologie, pas par leur cancer thyroïdien. Il y en a même des patients qu'on l'a considéré comme guéris après 5 ans d'évolution. C'est un cancer de très bon pronostic. C'est le diagnostic, il est aimé à temps, bien sûr. Il comporte la forme papillaire qui représente les 80% des 90. Leur diagnostic, il se repose sur la présence des papilles, mais aussi il y a des caractéristiques nucléaires qu'on va les voir, qui sont caractéristiques des cancers papillaires. Le pronostic, il est très favorable. Il domine les sujets jeunes et leur diffusion, elle fait d'une façon essentiellement par voie lymphatique. Donc, elles envahissent les ganglions, contrairement aux vésiculaires qu'on va le voir. C'est-à-dire, le papillaire, les différenciés de la thyroïde représentent 90%. Le papillaire représente la 90%, donc la majorité des cancers différenciés. Il a une invasion lymphophile. Donc, il y aura la première localisation après le nodule thyroïdien, c'est l'apparition des adénopathies loco-régionales, soit des adénopathies, c'est-à-dire dans l'axe, c'est-à-dire on les parle récurrentiel ou bien profond, c'est-à-dire dans le segment interne, soit périphérique, c'est le cervico-maxillaire. On a les formes vésiculaires qui représentent 10% des cas. Et la notion de différenciation, il faut garder en tête que dans la vésiculaire, pour dire, on va le voir quelle est la différence entre le papillaire et le vésiculaire, mais pour dire est-ce qu'il est bien différencié ou pas, c'est selon la notion d'invasivité. C'est-à-dire, c'est un cancer à invasion minime, il est encapsulé versus un cancer invasif. Leur diffusion se fait le plus souvent par la voie sanguine. Donc, contrairement au cancer papillaire, c'est des cancers c'est des malades qui consultent pour des métaosseuses ou bien pulmonaires. C'est-à-dire, si un malade présente des métastases osseuses au pulmonaire au premier plan, il n'y a pas un envahissement ganglionnaire,
on est orienté plus vers le vésiculaire, donc sur le plan clinique. Le pronostic, il est moins favorable que celui du papillaire, bien sûr. Pour les formes histologiques très rares, il existe les peu différenciés et les cancers avec une angio-invasion, c'est-à-dire l'invasion des capillaires ou bien des artères avoisinantes d'une façon très invasive. C'est-à-dire pour dire micro ou mini-invasif, il y a la diffusion de deux. Soit il y a la capsule, la présence de la capsule, ou bien il y a la présence des emboles dans les artères, dans la vascularisation avoisinante. Donc, bien sûr, parfois, quand on parlera d'une atteinte génétique, parce qu'il y a des cancers ou bien des néoplasies qui sont transmis d'une manière génétique, c'est le même cas pour le cancer papillaire. On cherche pas en fait l'atteinte génétique s'il y a au moins 3 atteintes dans la famille. S'il y a 3 CPT, quel que soit l'âge, 3 CPT, on a le droit d'y penser à un cancer, c'est-à-dire génétique. En général, pour les carcinomes papillaires, celui qui est impliqué, c'est le RET. En général, on a le RAS et le BRAF. C'est des atteintes les plus fréquentes. Pour le vésiculaire, c'est le PAX8. Et pour le peu différentiel, c'est le CTNB. Ça, pas à apprendre. C'est juste pour savoir que en cas d'une atteinte génétique, atteinte de 3 membres de la famille, on a le droit de chercher une atteinte génétique. Pour l'atteinte génétique en Algérie, la seule qui le font au niveau de CPMC, c'est-à-dire au centre Pierre-Marie Curie, c'est celle pour le carcinome médulaire de la thyroïde, qu'on va le voir après. C'est la seule qu'on le fait. Le reste, ils le font pas. Mais en général, il y a d'autres atteintes qui orientera vers l'atteinte, c'est-à-dire vers l'atteinte génétique. Il y aura pas forcément, il y a la polypose parfois associée. La polypose, on parlera de la maladie de Cowden. Il y a d'autres atteintes associées qui orientera vers l'atteinte génétique. Pour les carcinomes papillaires, donc un petit rappel, on résume. Donc, cancer, il y en a 2 types. On a l'indifférencié et le différencié qui dérive de 2 cellules, c'est le cellule folliculaire et parafolliculaire. On a les types, soit il est papillaire, soit il est vésiculaire, soit il est indifférencié, soit il est médulaire, c'est les cancers primitifs épithéliales. Non épithéliales, il faut garder en tête surtout le lymphome malin. On a les différenciés, elles dérivent des cellules folliculaires, il y a 2 formes. Le papillaire à invasion lymphatique et on a le vésiculaire avec la notion d'invasivité, elle est par 2. Il faut garder en tête la capsule et les vaisseaux. C'est-à-dire, s'il y a la capsule, il est à invasion minime. S'il n'y a pas de capsule, il est très invasif. Les emboles, présence ou non d'emboles. Et il est hématogène, c'est-à-dire la voie sanguine pour les métastases. On a l'atteinte génétique qu'il faut la garder en tête comme tous les néoplasies. Pour les cancers papillaires de la thyroïde, je vous ai dit que le cancer papillaire, en fait, parce qu'il y a la présence des papilles. Quelles sont les caractéristiques qu'il faut les retenir? Les caractéristiques ou bien les modifications nucléaires, c'est les contours sinueux, l'aspect irrégulier, des bords qui ne sont pas rendus et ces noyaux c'est ça l'aspect caractéristique à la cytoponction, c'est l'aspect en graines de café et qui sont pliés ou bien en tuiles de toit et souvent on parlera qui ont un centre qui est vitreux, donc on parlera en verre dipoli. Donc la tumeur, bien sûr, elle a je vous ai dit et je répète qu'elle a un fort tropisme pour les lymphatiques. Les invasions vasculaires sont très inconstantes. Voilà pour les carcinomes papillaires, voilà les papilles. C'est ça. L'architecture, le fait que l'anatomopathologiste ou bien le cytologiste voit cet aspect, c'est en faveur d'un carcinome papillaire. Voilà l'aspect en graines de café. Les points noirs qui existent là, pardon.
Ces points noirs, c'est l'aspect en graines de café. Après, dès qu'il voit le nucléole, donc avec le centre qui est vitreux, donc il y a l'aspect en vert dipoli, c'est caractéristique et pathognomonique de carcinome papillaire. C'est-à-dire qu'on peut poser le diagnostic de carcinome papillaire sur la cytoponction. C'est pas la biopsie, mais c'est la cytoponction. Donc, il y a l'aspect l'architecture en papille, avec aspect en graines de café ou bien en tuile de toit, avec le centre qui est vitreux, on parlera d'un aspect en vert dipoli. L'aspect en vert dipoli, il est pathognomonique de carcinome papillaire. Ça, il faut le retenir. Pour la souche, le carcinome vésiculaire, vous allez me dire, vous avez dit que cellules thyroïdiennes, c'est cellules vésiculaires, c'est cellules, oui. Mais la différence entre carcinome papillaire et carcinome vésiculaire, c'est en fait, c'est l'architecture. Il n'y a pas les papilles, il n'y a que des vésicules, il n'y a que des cellules thyroïdiennes. Je répète toujours, pour la invasion minime ou bien il est fortement invasif, c'est les deux. La capsulée ou bien non capsulée et vasculaire sont synonymes de malignité. Donc, qu'est-ce qu'il faut garder en tête? Carcinome vésiculaire égale invasion capsulaire et vasculaire. C'est bon, c'est le plus important. Voilà l'aspect d'un carcinome vasculaire. Il n'y a pas l'architecture. Si vous voyez l'image précédente, pardon, on trouve qu'il y a une architecture qui est respectée. Là, pardon. L'architecture qui est respectée. Là, il y a les papilles, mais là, tout est parsemé, c'est-à-dire on n'arrive pas à avoir une architecture claire. On voit que des cellules vésiculaires, bien sûr, avec des signes de malignité qui sont les mêmes, mais il n'y a pas l'aspect en vert dipolé. Je crois, c'est ROIS. Pardon? Pardon, vous parlez avec moi ou bien avec votre collègue? Pardon. Je pense non, j'ai désactivé leur micro. Ah. Là, c'est pour les cellules, le carcinome vésiculaire. Donc, un patient qui vient vous voir, qui a un nodule thyroïdien, donc vous avez fait, on va voir qu'est-ce qu'on va demander pour le nodule thyroïdien, dont la cytoponction est revenue d'un carcinome papillaire de la thyroïde. Il va vous demander, docteur, quels sont les facteurs de risque? Pourquoi j'ai eu ce cancer-là? Est-ce que réellement il y a des facteurs de risque pour avoir c'est-à-dire la néoplasie thyroïdienne? En fait, si, il y a des facteurs de risque, mais la seule, on va citer sur le plan pédagogique, je vais vous donner tous les facteurs de risque incriminés. Mais en fait, le seul facteur de risque qui a prouvé qu'il y a un risque réellement de néoplasie thyroïdienne, c'est l'irradiation cervicale durant l'enfance. C'est-à-dire, par exemple, un enfant qui a eu une irradiation, par exemple, pour une maladie de Hodgkin ou autre à son enfance, il y a un risque de néoplasie thyroïdienne. Il y a aussi les phénomènes, la bombe d'Hiroshima, il y a le deuxième accident, l'accident de Tchernobyl, où il y avait une libération de l'iode, il y avait une forte irradiation, où les enfants qui étaient à l'époque, les gens qui étaient à l'époque des enfants, la plupart, ils ont développé des cancers de la thyroïde, cancer papillaire. C'est pour ça qu'ils ont retenu, et c'est un facteur qui est très important, c'est les irradiations cervicales. Mais pour votre examen et pour vous, sur le plan pédagogique, vous avez gardé toutes les autres pathologies quand on va les citer. On a les antécédents d'irradiation cervicale, on a les antécédents familiaux, je vous ai dit, c'est la maladie de Gardner et de Coden. S'il y a notion de maladie d'antécédents familiaux, c'est-à-dire, je vous ai dit 3 cancers dans la famille, ça peut être que soit génétique. Dans ce cas-là, le cancer, il est génétique. Les autres pathologies thyroïdiennes, la présence d'un goitre nodulaire très fortement associé à un risque de cancer, le fait qu'il y ait des nodules, ça peut être un cancer. On a le goitre endémique qui est là pour IOD. Il faut retenir en tête que la carence en iode pourrait entraîner un risque accru des cancers vésiculaires. Parce que vous avez fait le cours normalement sur la physiologie et le rappel anatomophysiologique à la thyroïde. On sait bien que le iode, c'est un oligo-élément où la cellule thyroïdienne, elle est en besoin pour fabriquer les hormones thyroïdiennes, c'est-à-dire pour dire FT4 ou FT3,
Le 3 et le 4, c'est la liaison de la tyrosine à l'iode, c'est-à-dire pour former soit la forme active ou inactive. C'est-à-dire l'iode, il est très important pour avoir une cellule bien différenciée. S'il y a, pardon, s'il y a une carence en iode, c'est-à-dire les cellules ne seront pas bien différenciées. Donc, on aura une tendance d'avoir des cancers vésiculaires que d'avoir des cancers papillaires. Ils ont remarqué que dans les zones de carence iodée, il y a une prédominance des cancers vésiculaires. Par contre, où les zones où il y a le iode, c'est en fait, pour la carence iodée, c'est le type de cancer. C'est qu'il faut retenir. Il y a les facteurs hormonaux et de reproduction. On sait très bien que la multiparité et l'allaitement sont des facteurs de risque en fait de carence iodée et du fait l'apparition de goitre par carence en iode. Donc le risque aussi les cancers. On a l'apport iodé et d'autres facteurs liés à la mutation. Un petit rappel, vous allez en fait une petite nuance. Il faut garder en tête que le tabagisme, c'est un facteur qui est incriminé dans l'apparition de goitre, parce qu'il y a les cyanates, le tabac sont incriminés, sont thyroïdogènes, sont goitrogènes. Donc, le tabagisme, il est incriminé dans l'apparition de goitre, mais pas dans l'apparition de cancer thyroïdien. Il faut garder en tête. Quelles seront les circonstances de découverte d'un cancer de la thyroïde? En général, soit c'est un nodule, c'est-à-dire, en général, c'est des malades qui consultent pour des goitres nodulaires dont la cytoponction est revenue en faveur d'un carcinome papillaire. Soit au stade de métastase cervicale, c'est des gens qui consultent devant l'apparition d'une adénopathie. En général, les adénopathies périphériques, c'est-à-dire jugulo-carotidien, dans la biopsie ou bien la cytoponction, parce qu'il y a en fait qu'on va les voir que l'adénopathie d'origine thyroïdienne, elle a le même aspect que la thyroïde. Déjà, à l'écho, on peut avoir s'il s'agit réellement d'un cancer thyroïdien. Mais bien sûr, on fait la cytoponction, voire la biopsie, parce que la biopsie, parfois, elle est importante dans le cas où on suspecte le maladie de Hodgkin, parce qu'on ne peut pas la poser sur une cytoponction. Donc, celle qui va, bien sûr, orienter le diagnostic. Donc, vous avez un patient. Là, Hadia, c'est une, je n'ai pas en fait changé le PowerPoint, c'est ancien, mais je vais vous dire comment raisonner devant un nodule thyroïdien qu'il faut garder en tête parce que je l'ai posé une question d'examen. Donc, comme un malade qui consulte pour un nodule thyroïdien, vous allez l'examiner, bien sûr, vous allez chercher les antécédents médicaux du patient, qu'est-ce qu'il prend comme traitement, est-ce qu'il a reçu de l'irradiation au cours de son enfance, est-ce qu'il y a de goitre dans la famille, est-ce qu'il y a notion parce qu'en général, les patients ne savent pas, est-ce que la famille, on a des cancers de la thyroïde. La seule, c'est-à-dire, comment vous pouvez poser la question, c'est vous demander est-ce qu'elle est d'iode. L'iode, c'est en général parce que dans les cancers papillaires, on donne de l'irathérapie. Donc, de prendre l'iode, qu'est-ce qu'on en demande? L'isolement pendant 1 mois. Est-ce qu'il y en a parmi, c'est-à-dire dans la famille, des gens qui ont pris l'iode pour 1 mois isolés? Parce que l'irathérapie, en général, il reste l'élimination totale le iode, il peut voir une vingtaine, voire 1 mois isolés. On a la première semaine, on les garde à l'hôpital pour éliminer le max de l'iode qui est dangereux, qui est tératogène, qui est très nocif pour le corps. Après, il sort. Donc, là, c'est les antécédents. Après, on va faire un examen clinique de la thyroïde, c'est-à-dire la thyroïde et le cou. On va apprécier la thyroïde. Donc, je vous invite, après, les stages, à chaque fois, vous faites un examen complet, c'est-à-dire profitez de palper la thyroïde parce que c'est pas facile les premiers temps. Mais après, le fait que vous allez s'habituer à palper la thyroïde, ça devient très facile. Donc, on palpe la thyroïde, à peu près le siège, je vous ai dit à gauche, à droite, lobaire supérieur, inférieur ou moyen, l'ismique, est-ce qu'elle est ismique? Qu'est-ce qu'il faut demander devant un nodule thyroïdien? Il faut demander 3 choses qu'il faut les garder en tête. On demande d'abord une TSH. Il n'y a pas l'intérêt de demander une FT4, FT3 ni les anticorps. On ne demande qu'une TSH parce que je t'offre le cours hyper et hypothyroïdie. C'est elle la première
elle baisse ou elle augmente et la dernière qu'elle se corrige. C'est-à-dire, s'il y a une hypothyroïdie, parfois la TSH, il y a parce qu'hypothyroïdie primaire ou bien périphérique, c'est une TSH qui est élevée. Mais la FT3, la FT4, FT3F, c'est-à-dire free, c'est-à-dire la T4 libre ou la FT3 libre, c'est-à-dire dosée dans le sang. La FT3 ou bien la FT4 sont normaux. On parlera d'une hyperthyroïdie, d'une hypothyroïdie primaire ou bien périphérique. Le cas où il y a une hyperthyroïdie primaire ou périphérique, quel que soit le base d'eau ou bien une thyroïdite, la TSH, elle est basse. Après, on va voir, si la FT3 ou FT4 sont élevées, mais pour dire, c'est-à-dire c'est une atteinte périphérique, on se réfère c'est-à-dire aux normes de la TSH freinée élevée. Donc, en fait, les dosages hormonaux sont très chers. De demander une FT4, FT3, c'est de gaspillage pour le malade. C'est-à-dire, on doit être économique, entre guillemets, pour savoir qu'est-ce qu'il faut demander. Qu'est-ce qu'on demande? On demande d'abord notre TSH et notre thyrocalcétonine. On va le voir après. Parce que pourquoi? La thyrocalcétonine, le CMT, le cancer médulaire de la thyroïde, il est de diagnostic biologique. C'est-à-dire, l'augmentation de la thyrocalcétonine est légale, elle est pathognomonique d'un cancer et spécifique d'un cancer médulaire de la thyroïde. C'est vrai qu'on peut poser le diagnostic d'un CMT sur le nodule, sur une cétoponction. Mais le fait de demander de manière systématique, parce que parfois je vous dis, c'est des patients qui consultent pour des goitres multinodulaires. Donc, comment on se base? On base après, je vais vous expliquer que oui, il y aura un nodule suspect de malignité qu'on va le cytoponctionner. Et parfois, on ne cytoponctionne pas tous les nodules d'un goitre. Maintenant, s'il y a plusieurs nodules, 4 ou 5, on va pas amuser à cytoponctionner tous les nodules. On ponctionne les nodules suspects. Donc, pour faire, c'est-à-dire les recommandations, ils recommandent de faire un dosage de thyrocalcétonine parce qu'on va voir le cours que dès que le diamètre il est supérieur à 1%, déjà à 1 cm, déjà il est métastatique le CMT. Pas comme le papillaire. Déjà à 1 cm, il est métastatique. Comment il est de très mauvais pronostic, c'est-à-dire pour prendre les malades avant c'est-à-dire le cancer médulaire soit métastatique. Dans le cas, qu'est-ce qu'on demande? On demande une thyrocalcétonine, une TSH, une échocervicale. C'est les trois qu'on les demande. Il faut les retenir. TSH, pas d'anticorps, pas de FT4, pas de rien. On demande les trois devant un nodule thyroïdien. Je dis la différence. C'est-à-dire, c'est pas lorsqu'on suspecte une thyroïdite. Lorsqu'on a un nodule thyroïdien, on demande une TSH, une thyrocalcétonine et une échocervicale. Il faut la garder en tête. Parce que pourquoi? Les CMT, je vous ai dit, la thyrocalcétonine pour éliminer le CMT. La TSH pour voir est-ce qu'il y a une dysthyroïdie, c'est-à-dire est-ce que c'est un goitre simple? Vous allez voir le cours. Goitre simple, c'est une augmentation de volume de thyroïdienne avec apparition de nodules sans signe de dysthyroïdie. S'il y a les signes de dysthyroïdie, ce n'est pas un goitre simple. Le terme de goitre simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de signe de dysthyroïdie clinique et biologique. Je dis et je redis. L'endocrino, la plupart des diagnostics, c'est des diagnostics biologiques. C'est-à-dire, on se base sur la biologie pour dire hypothyroïdie, biologie. Hyper, biologie. Insuffisance surrénalienne, c'est la biologie. Cushing, c'est la biologie. C'est-à-dire, l'examen topographique, il est là pour orienter la localisation. C'est-à-dire, primaire, on demande dans le primaire, le secondaire, on demande l'IRM ou autre. Donc, pour l'échocervicale, elle va apprécier le diamètre des nodules, l'échogénicité, la vascularisation, le contour, la présence ou non de microcalcifications. Hadouma, c'est pour voir combien de nodules,
et comment il est le nodule. On va les voir après avec plus de détails. Là, vous voyez bien cette image. Là, on est dans la thyroïde. Là, c'est le tissu cutané, les muscles. Là, c'est les muscles sternocleidomastoïdiens. Là, c'est la thyroïde. Si vous voyez, voilà le nodule thyroïdien. Je vais comme un feuille ou là, au moins vous allez les retenir. On se base premièrement sur l'icogénicité. On dit, est-ce qu'il est hypoïcogène? Voilà le lobe thyroïdien normal, là. Donc, lorsque vous remarquez entre le nodule thyroïdien et le reste du parenchyme thyroïdien, il est hypoïcogène. Ou la thyroïde, qui fait l'icogénicité, on se réfère le muscle. Comme les muscles sous-cutanés, les sternocleidomastoïdiens, qui sont en général hypoïcogènes. C'est-à-dire, on va qui fait la thyroïde, qui contient une thyroïdite ou la thyroïde normale. Donc, on va voir avec le muscle, toujours, elle est hyper-écogène. C'est-à-dire, la thyroïde, elle est hyper-écogène, le référent. Si on a le même, c'est-à-dire composition, on dit qu'elle est hypoïcogène. Là, elle est, la couleur elle est dans les lampes, donc la thyroïde, elle est de forme normale. Par contre, le nodule thyroïdien, là, il est hypoïcogène par rapport à la thyroïde. Donc, hypoïcogène, c'est un signe de malignité. Il y a le deuxième signe, c'est la présence des microcalcifications. Voilà les microcalcifications, c'est les points. La macrocalcification, c'est un signe de bénignité. Les microcalcifications sont signes de malignité. Le troisième signe, c'est le contour. Là, c'est un contour qui est régulier, mais la présence d'un contour irrégulier, c'est un signe de malignité. Et il y a aussi les bordures, parce que là, si vous avez remarqué, il y a un halo, on le voit là bien, que la partie, il y a un halo qui est incomplet, si vous voyez là. On sait qu'il y a c'est-à-dire qu'il y a une séparation entre le nodule et le lobe thyroïdien, mais là, on n'arrive pas à voir. C'est-à-dire que le halo, il est incomplet. C'est un signe de malignité. Il y a aussi la vascularisation, mais actuellement, on ne la prend pas en considération parce qu'en général, on dit dans les nodules bénins, c'est des nodules à vascularisation périphérique. Le fait d'avoir une vascularisation centrale ou bien une vascularisation mixte, en général, c'est un signe de malignité. Donc, il y a aussi la présence d'une adénopathie satellite. Si vous allez retenir les signes de malignité d'un nodule thyroïdien, c'est l'hypoécogénicité, les contours irréguliers ou les contours spéculés. On dit des contours irréguliers, contours spéculés. On parlera de la présence des microcalcifications, le halo incomplet, la vascularisation centrale et la présence d'une adénopathie satellite. Là, en fait, ces critères-là, c'est pour en fait utiliser une classification. Normalement, vous allez l'avoir dans les goitres ou bien les nodules thyroïdiens. Je ne sais pas, est-ce que vous allez le faire? Les nodules thyroïdiens, c'est la classification que vous la voyez, j'imagine, c'est la classification de E-TIRATS. E, c'est OU, TIRATS, c'est European Score Thyroid International Disease Score. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est pour les classifier, d'avoir une terminologie qui est internationale, c'est-à-dire de dire là ou ailleurs, TIRATS 4, tout le monde comprend qu'est-ce qu'il faut dire TIRATS 4 ou 5 ou 6. En général, on cytoponctionne selon la classification de TIRATS. TIRATS 5, c'est-à-dire la présence d'un seul critère de malignité, on a le droit de dire TIRATS 5. Là, il est fortement malin. C'est un nodule comme ce nodule, ceux-là, c'est un carcinome papillaire parce qu'il a, au moins, il a 3 critères. Il est hypoïcogène, présence de microcalcification et le halo qui est incomplet. Là, on est en plus de la vascularisation, c'est-à-dire au Doppler, la vascularisation qui est centrale et périphérique. Il y a 4 critères. Là, c'est une adénopathie. Je vous ai dit, dans les adénopathies, on peut poser le diagnostic sur l'échographie. Pourquoi? On parlera d'un aspect thyromimétique.
C'est-à-dire que l'adénopathie, l'architecture de l'adénopathie, parce que l'adénopathie normale, elle a un aspect qui est fusiforme, c'est-à-dire elle est allongée avec un I qu'on le voit très bien. Dans le cas d'une adénopathie qui est suspecte, c'est-à-dire le ganglion devient arrondi et l'aspect de tissu, il est thyromimétique, il ressemble à la thyroïde. La vascularisation, c'est une vascularisation qui est anarchique. Sont des adénopathies suspectes, c'est-à-dire on suspecte surtout l'origine thyroïdienne. Pour les métastases, donc, ce sont des métastases, quelles que soient pulmonaires ou osseuses. Comment faire? En cas d'une biopsie osseuse ou bien pulmonaire, c'est l'immunomarquage. L'immunomarquage à quoi? À l'anti-TG. On sait que la thyroglobuline, elle est spécifique de cancer de la thyroïde, parce que c'est la thyroglobuline, après qu'on va être divisé en tyrosine, on sait bien que c'est une glycoprotéine, celle qui transporte, en fait, entre guillemets, c'est la formation des hormones thyroïdiennes. Donc, s'il y a la présence des anticorps anti-TG au niveau osseux ou bien pulmonaire, donc l'origine thyroïdienne est confirmée. Donc, l'échographie, il faut garder en tête que l'échographie, c'est l'examen de choix pour les nodules thyroïdiens. On ne demande pas une TDM. La TDM, on la demande dans le cas d'un goitre nodulaire. C'est le cas des goitres plongeants et des goitres énormes pour voir est-ce qu'il y a un engainement, c'est-à-dire l'extension du goitre dans le cas de goitre plongeant, c'est-à-dire dans la zone médiastinale ou la loge médiastinale, et surtout les repères avec les axes vasculaires s'il y a indication opératoire, bien sûr. La scintigraphie, elle est inutile, thyroïdienne, inutile, même que le dosage de TG. Une petite parenthèse. Pour le dosage de TG, on ne demande pas, parce que j'ai vu beaucoup de généralistes, ils demandent le dosage de la thyroglobuline. La thyroglobuline, je vous ai dit, c'est une glycoprotéine. C'est celle où il y a la fabrication, tu as les hormones thyroïdiennes, de la tyrosine. Après, on aura à voir avec l'association à l'iode, on va avoir l'iodotyrosine. Donc, la TG, on la demande dans deux situations. On la demande lorsqu'on suspecte une hyperthyroïdie factice, c'est-à-dire prise de levothyrox. C'est le cas, comme vous le saviez, comme tous les axes, c'est-à-dire hypothalamo-hypophysaire, donner les hormones périphériques inhibe l'axe et inhibe la fabrication interne. C'est-à-dire, si malade, en général, c'est des patientes, entre guillemets, ces patientes, pas les filles, qui prennent le levothyrox dans un but de maigrir. Parce qu'on sait très bien que, en fait, les hormones thyroïdiennes augmentent le métabolisme. C'est-à-dire, en augmentant les métabolismes, il y aura un catabolisme protéique, en fait, entre guillemets. Donc, l'amaigrissement au cours d'une hyperthyroïdie, même factice, c'est une fente musculaire. Mais en général, il y en a des filles qui prennent la levothyrox pour maigrir. Si on suspecte ça, comment? Parce que c'est des patientes qui viennent vous consulter pour une hyperthyroïdie. Vous trouvez votre TSH qui est freiné logiquement parce qu'il y a la prise de levothyrox avec une FT4 qui est élevée parce qu'elle prend le levothyrox. Comment faire la différence? On fait le dosage de la TG. Si la TG, elle est élevée, c'est un signe de destruction thyroïdienne. C'est-à-dire, il y a une thyroïdite. Mais si la TG, elle est freinée, c'est-à-dire, il y a une prise de levothyrox. Pourquoi? Parce que la prise de levothyrox, freination de la TSH, il n'y aura pas de production locale. Donc, c'est le premier cas. Le deuxième cas, on demande la TG, le suivi, tu as les cancers papillaires ou bien vésiculaires, c'est-à-dire les cancers différenciés. Pourquoi? Parce qu'après thyroïdectomie, entre guillemets, dite totale, normalement, il y aura plus de production de TG dans le corps. Parce qu'il y a la thyroïde, c'est bon, on l'a enlevé. Si on trouve après, c'est-à-dire thyroïdectomie totale dans les cancers, une TG élevée, c'est-à-dire soit présence d'un reliquat, soit présence d'une métastase quelque part.
Vous comprenez? La TG, on ne la demande pas parce que j'ai vu beaucoup de généralistes, ils la demandent pour le suivi les goitres, je ne sais pas pour quelle raison. Les deux situations, on dose les TG, c'est lorsqu'on suspecte une hyperthyroïdie factice et dans le suivi des cancers thyroïdiens, cancers différenciés de la thyroïde. Pour la scintigraphie, je reviens sur la scintigraphie. La scintigraphie, le contraire de la thyroïde, elle voit le fonctionnement de la thyroïde. Il la demande pour il la demande à tort et à travers. Actuellement, la scintigraphie thyroïdienne, on la demande sauf s'il y a une hyperthyroïdie. L'hyperthyroïdie, le cas de l'hyperthyroïdie, c'est-à-dire qu'il y a un hyperfonctionnement, pour trancher, est-ce que c'est une thyroïdite, est-ce que c'est une maladie de base d'eau, le cas où on a une thyroïde qui n'est pas nodulaire. Le cas hyperthyroïde avec goitre nodulaire, pour voir et pour faire la différence, est-ce que c'est une thyroïdite ou base d'eau sur un goitre nodulaire ou bien c'est un nodule qui est toxique, c'est-à-dire une hyperthyroïdie suite à un nodule qui s'est autonomisé, c'est-à-dire un goitre toxique. Là, ce n'est pas un goitre simple, c'est un goitre toxique, c'est-à-dire avec signe de dysthyroïdie, qui est l'hyperthyroïdie. Donc, la scintigraphie, on ne la demande pas en cas d'hypothyroïdie. D'accord? Il faut les retenir. C'est pour votre pratique. Il y a une autre... Docteur. Pardon, oui. Est-ce que vous pouvez répéter la notion de scintigraphie en cas d'hyperthyroïdie? D'accord. La scintigraphie, au cours de la scintigraphie, c'est pour le fonctionnement de la glande thyroïdienne, c'est-à-dire pour voir comment elle fonctionne. Si vous avez remarqué qu'on utilise le terme froid et chaud pour dire. Les deux, la scintigraphie, on la demande lorsqu'on a c'est-à-dire comme devant une hyperthyroïdie. Hyperthyroïdie primaire, c'est-à-dire TSH qui est freiné, 0,01 ou inférieur aux normes, avec une FT4, FT3 normale. حاجه واحده اخرى على بالي راح نخلطكم مي سي لي نوسيون دو براتيك ليكم. On ne demande pas systématiquement le dosage de la FT3 et la FT4. وقتاش ندومونديو كي تكون عندنا une hypothyroïdie primaire, c'est-à-dire TSH élevé, on ne demande que la FT4. Ça sert à rien de demander la FT3. Je vais vous dire pourquoi. La FT3, c'est une forme active. On sait bien, le premier cours ما درتوش تاع الصح. C'est les hormones en général ont une cinétique circadienne. La plupart نقدروا نطيحوا في le pic كما نقدروا نطيحوا c'est-à-dire en bas. La forme active نقدروا نطيحوا في un moment où la FT3 تكون تاعنا basse كما تقدر تكون normale. في l'hypothyroïdie, il faut garder en tête qu'on dose que la FT4 pour voir la FT4 est-ce qu'elle est basse ou pas. في le cas de l'hyperthyroïdie, برك اللي ندوزيو la FT4 et la FT3 parce qu'il existe des hyperthyroïdies à FT3 برك élevé. La FT4 تكون normale. احنا donc عندنا une hyperthyroïdie, elle est là, c'est-à-dire j'ai fait mon bilan, j'ai trouvé une TSH qui est basse, FT4, FT3 sont élevés. Je fais mon échographie, toujours on demande l'échographie en premier lieu, j'ai fait mon échographie, il parlerait d'un goitre, la présence des nodules sur une thyroïde augmentée de taille. Là, je ne sais pas, est-ce que je suis devant une maladie de base d'eau, c'est-à-dire le malade, il me fait une maladie de base d'eau qui a le droit avec un goitre qui est nodulaire, ou bien c'est un goitre qui est toxique. Qu'est-ce que veut dire goitre toxique? C'est-à-dire qu'il y a un nodule qui s'est autonomisé, et il commence à produire les anticorps, il commence à produire les hormones thyroïdiennes. Dans le cas, on va faire la scinti. La scinti, qu'est-ce qu'elle va montrer? Elle va montrer soit c'est une fixation, on parlera d'une fixation homogène de l'ensemble de la thyroïde avec la présence des nodules froids. Là, on est devant une maladie de base d'eau avec des nodules froids, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité qu'il y ait un cancer. C'est-à-dire, mais quel fonctionnement fait-on? Parce que comme elle est fonctionnelle, la scintigraphie. Dans le cas, on est devant une maladie de base d'eau sur un goitre nodulaire. Là, le traitement, il est médical pur. On donne les antithyroïdiennes de synthèse. La deuxième catégorie, lorsqu'on fait la scinti, il revient, le compte rendu, c'est-à-dire le médecin nucléaire, il vous dit que voilà, il y a la présence d'un nodule chaud
lobe supérieur ou autre. Là, on est devant un goitre qui est toxique, c'est-à-dire un nodule qui est hyperfonctionnant. Dans le cas, le traitement médical est que pour équilibrer le patient, le temps de proposer soit une irathérapie, c'est-à-dire l'iode, soit une chirurgie. Parce que le nodule qui s'est autonomisé, il est tout le temps mahboul. C'est-à-dire, si on arrête les ATS, les antithyroïdiennes de synthèse, le malade il sera toujours en hyperthyroïdie. Par contre, la maladie de base de le traitement, il est médical. Parfois, il y en a des malades qui rentrent en rémission, voire les considérer comme guéris après certains temps. C'est-à-dire, on prend les ATS, 18 à 24 mois de traitement, puis on arrête pour voir. La scintigraphie, là, le cas, les hyperthyroïdies. Le cas, tu as les thyroïdites, c'est-à-dire pour voir est-ce que c'est une thyroïdite d'Hashimoto, thyroïdite subaiguë. Les thyroïdites subaiguës, en général, comme c'est une thyroïdite blanche. Même l'hyperthyroïdite factice, c'est des thyroïdites blanches. Il y a une destruction totale du parenchyme, c'est-à-dire il n'y a pas de fonctionnement, c'est-à-dire il n'y a plus de cellules vésiculaires, il y a une destruction totale. Vous allez voir ça dans les cours de thyroïdite. On parlera d'une thyroïdite, c'est-à-dire d'une scintigraphie blanche. Par contre, les thyroïdites, le cas d'Hashimoto, c'est l'aspect en damier, c'est-à-dire il y a une zone où il fixe, la deuxième zone ne fixe pas. On parlera d'un aspect en damier. Nous devons garder en tête que la scintigraphie, on la demande, sauf il a le bilan terna fait une hyperthyroïdie pour voir l'étiologie de l'hyperthyroïdie. Bien sûr, et dans la biologie, nous avons la différence. Mais dans tous les cas, il y a un goitre nodulaire, c'est l'indication. Parce qu'on ne peut pas faire la différence. Qui connaît un goitre toxique, c'est la scintigraphie qui pose le diagnostic. Là, c'est bon? Ah oui, docteur, merci. Pour la découverte fortuite, en fait, les derniers temps, ils ont remarqué que le taux de le carcinome papillaire de la thyroïde, ils ont augmenté. Pourquoi? Parce qu'actuellement, il y avait une augmentation de la thyroïdectomie pour les goitres nodulaires. Donc, le fait de faire la thyroïdectomie, on tombe parfois sur des micro-cancers. On parlera des micro-cancers thyroïdiens lorsque le diamètre il est inférieur à 1 cm. Même en France, ils ont remarqué que c'est-à-dire le nombre, les cancers papillaires de la thyroïde a augmenté, le fait de les thyroïdectomies pour des GMM, c'est-à-dire pour des goitres multinodulaires. Donc, la découverte fortuite, c'est le cas. Moi, j'avais un patient, c'est entre guillemets, c'est un peu rare, je vais vous raconter. C'était un patient qui a consulté pour l'apparition, pour un goitre avec la présence d'un nodule de 2 cm. Donc, le malade, il a consulté au début pour l'apparition d'un lipome. Donc, lipome, ils ont demandé une écho. Le radiologue, il tombe sur un nodule thyroïdien. Nodule thyroïdien, le bilan, après, j'ai fait un bilan, c'était une hyperthyroïdie. Donc, j'étais moi, est-ce que le malade, j'ai demandé les anticorps canon négatifs, donc anticorps en TTP, en TTG négatif, donc c'est pas une thyroïdie. Donc, je suis devant deux situations. Soit c'est un goitre qui est toxique, soit s'il s'agit d'une maladie de base d'eau. Donc, le temps d'équilibrer le patient, il est en euthyroïdie, en euthyroïdie après 2 comprimés de carbimazole. J'ai demandé une scintigraphie thyroïdienne. Le médecin nucléaire, il est revenu en faveur. Allez, voilà, c'est le syndrome de Marie-Lenhardt. Je ne sais pas ce que tu dis. C'est l'association d'une maladie de base d'eau avec un goitre toxique. C'est-à-dire, le nodule, il sécrète des hormones, ou la thyroïde, elle sécrète des hormones. Donc, dans le cas, vu que la présence d'un goitre qui est là, on l'appelle le syndrome de Marie-Lenhardt. C'est donc l'association de les deux. Donc, le cas, même si je vais donner les ATS, le fait qu'il y ait un goitre toxique, c'est-à-dire il y a un adénome toxique, parce que c'est un adénome, c'est bien en général les nodules, c'est-à-dire hyperthyroïdien, un nodule hyperthyroïdien entre guillemets, un adénome toxique. Donc, j'ai opté pour la chirurgie. Lorsque j'ai opté pour la chirurgie, l'anatomopathologique, il y a le compte rendu à la présence d'un micro-cas. Donc, le malade, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la totalité. Il a fait un adénome toxique, une maladie de base d'eau, parce que l'aspect, il est pathognomonique, c'est l'aspect homogène.
il a fait un micro-cas. Donc, parfois, il y en a plusieurs cas qu'on les voit pour GMN. On ponctionne, qu'est-ce qu'il faut ponctionner? Oui, la cytologie, entre guillemets, bénigne. Mais le fait de l'opérer, on trouve des cancers médulaires, cancers papillaires, où l'aspect pathognomonique en vert dipolé, c'est-à-dire l'anatomopathologie. Dès que vous voyez de l'aspect, pour lui, c'est un cancer. Donc là, c'est découverte fortuite. Pour le traitement, il doit raisonner qu'un 3, soit les métastases à distance, soit le nodule thyroïdien, soit adénopathie, soit découverte fortuite. Pour le traitement, qu'est-ce qu'il faut garder en tête? Donc, comme tous les cancers, la présence d'un cancer, donc il faut faire une chirurgie la plus complète possible, suivie par l'iode radioactif. La chirurgie doit être précédée d'une information du patient, bien sûr, sur les risques encourus, sur les effets secondaires. Il est indispensable d'informer le patient qu'un traitement à vie, c'est-à-dire le traitement, il doit le prendre à vie après une thyroïdectomie totale. La chirurgie est le traitement de première intention des cancers thyroïdiens différenciés, qui a pour objectif quoi? Une résection chirurgicale macroscopiquement complète, d'évaluer le stade de la maladie et de faciliter le traitement et la surveillance post-opératoire. Comment ça? Résection la plus complète, c'est-à-dire c'est un cancer, on enlève la totalité. Évaluer le stade de la maladie, on va voir après dès qu'on l'enlève et on fait un curage ganglionnaire, déjà on fait le TNM et de faciliter le traitement parce que le fait d'enlever la totalité et le suivi post-opératoire par le dosage TG. Parce que le fait de faire une thyroïdectomie totale, s'il y a une réaugmentation TG, c'est-à-dire il y a une anomalie quelque part. Et de limiter le risque de récidive et faciliter leur prise en charge. On parlera d'une thyroïdectomie dite totale, c'est-à-dire on essaie le maximum de ne pas laisser de reliquats. Donc, pour le curage ganglionnaire, il y a une petite, pour le curage ganglionnaire, n'est pas systématique en fait. On fait le curage ganglionnaire associé. Il faut savoir que l'envahissement, il est retrouvé dans 50% des cas après un examen microscopique. Mais quand on fait le curage, pas la totalité, c'est-à-dire homo et controlatéral, on fait le profond, parce qu'il y en a plusieurs secteurs, là je ne les ai pas cités. Là, on fait le profond et on fait le latéral. Le latéral homolatéral qu'on le fait. Le controlatéral, on ne le fait pas systématiquement. Par contre, le CMP, on fait la totalité, on va le voir. Là, il faut savoir que la chirurgie, elle a des risques, mais actuellement, c'est très rare, surtout avec des chirurgiens compétents, c'est très rare d'avoir ces complications. On a la plaie trachéale et de l'œsophage. En post-op, on guette les quatre, vous les saviez, c'est l'hématome cervical, la paralysie récurrentielle par présence d'une dysphonie et l'hypopara. C'est en général, je faut la voix le patient, est-ce qu'il parle? Ou il y a une dysphonie, c'est-à-dire il y a une atteinte de paralysie récurrentielle. Ils ont touché le nerf récurrent. S'il y a une hypopara, maintenant, ils ont enlevé les parathyroïdes associés. S'il y a parfois l'hypopara, elle est juste transitoire parce qu'il y aura une atteinte à les vaisseaux. S'ils ont la totalité, ils ont enlevé la parathyroïde. L'examen anapat dans la pièce opératoire, on a trouvé 2 tissus parathyroïdiens. Dans le cas, parfois, l'hypopara, elle est définitive. Donc, pour le traitement de l'iode radioactif, je vois le principe de l'iode radioactif. Vu que la cellule thyroïdienne, elle utilise le iode, elle l'utilise pour la fabrication des hormones thyroïdiennes. Donc, s'il y a un reliquat ou bien un tissu métastatique, c'est-à-dire un tissu de localisation ailleurs, pulmonaire ou autre, s'il y a une différence, une atteinte macroscopique et microscopique, on doit enlever la totalité des foyers tumoraux macroscopiques. On laisse que le microscopique. Le microscopique, comment l'identifier? C'est de faire, comment on fait? On fait d'abord une thyroïdectomie totale, le malade. Après, 1 mois, en général, 3 mois après l'iode, on fait 1 mois, une dosage de la TSH, c'est-à-dire la TSH, elle est élevée. Alors, la TSH c'est parce qu'on sait bien que la TSH, c'est un facteur de croissance. C'est-à-dire, s'il y a un tissu thyroïdien quelque part, il va croître. Dans le cas, on fait l'iode.
نعطيو une dose importante. En général, في l'hyperthyroïdie, on donne des faibles doses de 10 millicuries. في اليود تاع le cancer thyroïdien, on donne le 100 millicuries. Donc, on donne le iode. Le iode, il va se fixer, vu que s'il y a il y a les cellules thyroïdiennes, il va se fixer au niveau des cellules thyroïdiennes, c'est-à-dire pour la fabrication des hormones. Et on va faire une scintigraphie toto-corporelle, c'est-à-dire la totalité dans le corps. Oui, il y aura une fixation, c'est-à-dire il y a soit c'est une métastase quelque part. Parce que là, le iode, il fixe le parenchyme thyroïdien. Dans le cas, c'est pour ça qu'on dit comme il a deux rôles l'irathérapie. À forte dose, elle va tuer les cellules thyroïdiennes et à forte dose, elle va nous donner s'il y a réellement le malade, il est métastatique ou pas. C'est-à-dire, après chirurgie, comme les malades, ils reçoivent une cure, la première cure d'iode. On parlera de l'irathérapie ou bien c'est la radiothérapie métabolique. Donc, on donne une dose et on fait une scintille autocorporelle. S'il n'y a pas de fixation, tant mieux. Le malade il n'a pas de fixation, donc le M il est négatif et le N il est négatif et le T c'est selon la classification des caïnas. S'il y a des localisations ailleurs, on va les étiqueter, c'est-à-dire osseuses, pulmonaires. Le cas, ils sont microscopiques parce que maintenant, la macroscopique, on doit élever la totalité. Le cas, on fait la première cure d'iode. Après, on va donner selon. Selon, c'est-à-dire, est-ce qu'on continue de donner d'autres cures ou pas, selon la présence ou non des métastases. Il y a aussi, là, c'est pour l'iode. J'attire votre attention. Les patients me demandaient en cas où il dit comme un patient, parce qu'en général, donc les cures d'iode, même si on dans les médias, vu qu'il y a beaucoup de gens qui vont, donc actuellement comment on travaille. Il y a selon les classifications, les malades métastatiques macroscopiquement, il y a les malades non métastatiques macroscopiquement, mais microscopiquement, ça peut être métastatique, c'est-à-dire surtout osseux et pulmonaire. Le cas où un malade vient, il faut toujours garder en tête qu'il ne faut pas demander une TDM avec injection de produits de contraste iodé. Parce que là, le fait de donner l'iode à la TDM en général, lorsqu'on demande, parce que tiens, je vais faire un bilan d'extension. C'est un cancer, c'est-à-dire un cancer papillaire de la thyroïde. Tiens, il ne sait pas, il faut faire, c'est la chirurgie d'emblée, on ne demande pas une TDM. Là, parce que le fait de demander une TDM, on utilise le produit de contraste iodé. Le iode, il va saturer les cellules thyroïdiennes. C'est-à-dire, le malade qui déroule la première irathérapie, il ne va pas fixer, même s'il a des métastases. Donc, comment on fait en général? On fait une échographie, on fait un curage systématique. C'est selon le chirurgien. Il va voir est-ce que cliniquement, il voit qu'il y a des cancers métastatiques, des adénopathies métastatiques ou pas sur l'autre côté. On fait un téléthorax et une écho abdominale. Il est malade, parce qu'en général, je vous ai dit, c'est des cancers de très bon pronostic. C'est-à-dire, en général, c'est les malades, ils viennent parce qu'indhom, en général, le papillaire, des adénopathies, au pire des cas. Mais la plupart, c'est scan nodule. Parfois, les autres sont d'atteinte microscopique, c'est-à-dire, macroscopique. Donc, le foie. Faites le cas déjà une IRM, pas une TDM. Thérapie, c'est-à-dire on donne de l'iode radioactif où il va se fixer. Lorsqu'on fait une TDM, il va se fixer les régions où il y a des localisations. Pour le traitement hormonal, j'attire votre attention. Il faut garder en tête que le traitement hormonal, c'est un traitement substitutif. Pour le cas où il y a une carence, par exemple une hypothyroïdie, on donne la levothyroxine ou bien la levothyrox pour avoir une TSH dans les normes. C'est-à-dire une TSH entre les normes de labo, par exemple entre 0,3 et 4 ou la 4,5.
Le cas des cancers, s'il vous plaît, c'est un traitement freinateur. C'est un traitement freinateur, c'est-à-dire inhiber la croissance des cellules thyroïdiennes. Il y en a, les résidents, il y en a des malades où la TSH elle est basse. Il faut interroger bien le patient. Est-ce qu'il a une hypothyroïdie ou bien un cancer thyroïdien? Surtout une hypothyroïdie, comme tout un truc. Pour hypothyroïdie post-opératoire. Il s'agit d'une un GMN, bien un cancer. C'est-à-dire, si c'est un goitre, donc le cas, elle est substitutive. Le cas où il y a un CPT, c'est-à-dire un carcinome papillaire de la thyroïde, elle est freinatrice. C'est-à-dire la TSH est inférieure à 0,01. C'est parce que le traitement hormonal, la substitution par la levothyroxine représente parfois 70% d'un traitement dans les cancers thyroïdiens. Parfois, lorsqu'il n'y a pas de métastases, on garde le malade freiné pendant 5 ans, on peut le considérer comme guéri. Parce qu'on freine toute croissance de cellules thyroïdiennes qu'avec la levothyroxine. La dose, en général, le cas, on sait bien, la dose qui connaît un traitement substitutif, c'est entre 1,3, 1,6, maximum 2 microgrammes kilo. Comment on calcule à peu près le traitement substitutif? Le cas de traitement freinateur, c'est des fortes doses. C'est entre 2 à 2 que c'est un traitement, c'est pas substitutif, mais freinateur de la thyroïde. On saute la deuxième catégorie par les cancers médulaires, c'est le cancer médulaire de la thyroïde. On l'appelle CMT au cancer médulaire de la thyroïde. On l'appelle aussi cancer astroma amyloïde. Donc, il est développé, je vous ai dit, des cellules parafolliculaires. On parlera de l'origine neuroectodermique, c'est-à-dire ils ont la même origine que le neuroectoderme, on le trouve dans la médulo-surrénale, ou bien les tumeurs neuroectodermiques. Donc, le CMT, en fait, c'est une tumeur neuroendocrine. C'est comme le phéochromocytome. Et en général, la qu'il faut garder en tête, c'est l'activation de le proto-oncogène RET à activité tyrosine kinase, qui est un élément très important dans les formes familiales. Et comme l'activation qu'il la cherche au niveau de CPMC, c'est-à-dire lorsqu'il suspecte un CMT, un cas index, on suspecte une atteinte familiale. On peut voir s'il y a une RET. Donc, à produire la thyrocalcitonie, il faut garder en tête que quoi la thyrocalcitonie? L'homéostasie calcique et les pannes osseux. On sait bien que la thyrocalcitonie, c'est une hormone hypocalcémiante, mais elle ne fait jamais d'hypocalcémie réelle. Hein. C'est juste qu'elle intervient. Il faut la garder en tête qu'elle intervient dans l'homéostasie calcique et les pannes osseux à la PTH. Vous allez la voir le cours l'hyperpara. Élevé de thyrocalcitonie, c'est-à-dire la thyrocalcitonie très augmentée, ne s'accompagne pas chez l'homme d'une hypocalcémie, ni modification de la masse osseuse. Par contre, thyrocalcitonie élevée, c'est-à-dire c'est un CMT. Quelles seront les circonstances de découverte d'un CMT? Le CMT, il doit garder en tête, garder le familial, l'atteinte. C'est vrai, le sporadique, il est là, mais il faut guetter les autres formes dans la famille, au moins pour les sauver. On sait bien qu'il y a le sporadique, il y a aussi le familial. Dans la NEM1, 2A, la 2B, ou bien le CMT familial, qu'on va les voir. Soit un mode d'entrée, c'est de l'anapathe, malade qui fait une cytoponction, bien une pièce opératoire. Il y a l'élévation de la thyrocalcitonine, de la chromogranine A ou de la CE. Je vous ai dit que c'est une tumeur neuroendocrine. Donc, les marqueurs, les tumeurs neuroendocrines qui y a la CE et la chromogranine sont élevés, ou bien découvertes lors d'une adénoendocrinopathie associée, c'est-à-dire malade qui consulte pour une hyperpara. On l'a vu qu'il est jeune, il présente un nodule. Oui, on doit éliminer un nodule thyroïdien, on doit éliminer un CMT. On trouve une thyrocalcitonine élevée.
ou bien des syndromes paranéoplasiques ou tumoraux. J'ai un malade qui est âgé de 50 ans, en fait, il vient d'être opéré. C'était un malade qui a consulté, il est diabétique, hypertendu, il a consulté pour des bouffées de chaleur. Le malade, il avait à chaque fois, il rapportait la notion, il n'était pas suivi chez vous, il a rapporté à chaque fois, avec une TCT à 2000 et quelques. C'est-à-dire, c'est le syndrome, parfois les paranéoplasiques, c'est associé, en général, c'est soit diarrhée, on l'appelle ça le flush syndrome, soit diarrhée, soit il y a une HTA associée, soit un syndrome de Cushing. Parfois, c'est des syndromes Cushing paranéoplasiques secondaires à un CMT. La forme apparemment sporadique, c'est-à-dire, on suspecte une forme sporadique, on a dans le familial. En général, qui m'a à 50 ans, on est plus vers le sporadique, mais quand même, on a fait un bilan d'expansion. Un bilan d'expansion, c'est-à-dire à la recherche d'une autre adénopathie associée. Oui, le total est revenu négatif. Quand on va aller voir, qu'est-ce qu'on doit chercher? On doit chercher l'hyperpara et le phéochromocytome. Systématiquement, on ne peut pas opérer un patient qui a un carcinome médulaire de la thyroïde sans éliminer surtout un phéo. Parce que le malade a des comme à table. S'il y a un phéochromocytome, oui, le diagnostic, entre guillemets, il est biologique, c'est-à-dire c'est dosage des dérivés méthoxylés des 24 heures, ou bien la dosage de les dérivés méthoxylés urinaires ou bien plasmatiques, soit le sanguin, soit le urinaire. Le cas, c'est pour poser le diagnostic. Donc, en général, c'est les malades qui ont un nodule qui est sensible, associé dans 50% des cas à une adénopathie et dans des 20% des cas à des métastases, soit le foie, soit le poumon, soit os. Il faut garder en tête que le CMT, c'est un cancer qui est très méchant. Déjà, à 1 centimètre, il est métastatique. Le cas, la plupart des cancers de CMT, le diagnostic, malheureusement, il est fait au stade de métastase. Actuellement, le diagnostic, on le fait à un dosage précoce. Comment? Par c'est-à-dire par le dosage de la thyrocalcitonine devant toute boîte thyroïdienne, devant toute nodule thyroïdien. C'est-à-dire la présence des nodules, on a le droit de doser la thyrocalcitonine. Quels seront les critères? C'est-à-dire qui orientent, qui connaissent comme malade ou une écho, c'est-à-dire les critères, c'est en général, et c'est le cas, c'est des tumeurs médiolobaires, parce qu'on sait bien que les tumeurs, comme les cellules parafolliculaires, elles sont localisées dans le 1 tiers supérieur et le 2 tiers moyen. Elles sont de petite de taille, elles sont hypoïcogènes, c'est un signe de malignité. Avec présence de microcalcification, c'est un signe de malignité. C'est-à-dire quand même, c'est des nodules où l'aspect échographique, déjà, il est malin. Associé en général avec un syndrome paranéoplasique, soit les flushs, bien c'est les bouffées de chaleur, c'est-à-dire sensation d'une chaleur qui remonte au visage, comme le malade, comme donc c'est les mêmes bouffées de chaleur qu'il faut les garder en tête. Les bouffées de chaleur, on fait 3 situations. On a 4 situations, une physiologique et 3 pathologiques. La seule physiologique, c'est la ménopause. On a les bouffées de chaleur. Les 3 pathologiques, c'est l'hyperthyroïdie, c'est le CMT et c'est le phéochromocytome. Les bouffées de chaleur, on les dans 4 situations. Une physiologique, la ménopause, 3 pathologiques. L'hyperthyroïdie peut donner des bouffées de chaleur, le CMT peut donner des bouffées de chaleur et le phéochromocytome peut donner une chaleur. La présence des diarrhées ou même un syndrome de Cushing. Parfois, l'examen, il est porté, c'est-à-dire que le cas, et rarement, le cas d'une thyroïdectomie, on trouve un CMT. Pour les formes familiales, en général, le premier cas, on le parle du cas index, le premier cas dans la famille. Mais le reste, ça peut être asymptomatique, c'est-à-dire on fait un bilan pour le reste de la famille dans le cadre de dépistage. Hadi à retenir. Qu'est-ce qu'il faut chercher? En cas d'une CMT, il faut chercher systématiquement un phéochromocytome, une hyperpara. Pourquoi? Pour voir les formes. Parce qu'il y a 3, la NEM, c'est une néoplasie endocrinienne multiple. Il y a la NEM 1, il y a la NEM 2. La NEM 1, on a les 3 PP. Où il fait la NEM 1, où je fais type 1, fait P, pancréas, tumeur pancréatique, P, pituitary, c'est-à-dire adénome hypophysaire, et le P, parathyroïde.
c'est-à-dire c'est des malades qui font une hyperthyroïdie, une tumeur pancréatique en général insulinome, associée avec au moins un adénome hypophysaire, soit prolactinome, soit acromégalie. Hadi, c'est la néoplasie type 1. La type 2, لازم يكون فيها CMT. لازم CMT, il est présent à 100%. Ben, pour faire la différence entre les deux, on demande le dosage de phéochromocytome et le dosage de la PTH et la calcémie pour éliminer calcémie phosphorémie pour éliminer une hyperpara. En général, la NEM2A, c'est question d'examen. La NEM2A, je fais CMT, phéo et chromocytome. L'âge de diagnostic, c'est en général 20 à 30 ans. Par rapport aux formes sporadiques, c'est 40 à 50 ans. Déjà, le fait de voir un patient jeune qui a une atteinte d'un CMT, sûrement, la forme familiale. Donc, هذا في la ferme 2B, la ferme 2A. La ferme 2B, c'est que le syndrome marphonoïde, c'est-à-dire c'est des patients qui présentent le syndrome de Marfan, ils sont longilines, et la présence des neurones cutanéo-muqueux. Et là, le diagnostic, il se fait dans les premières semaines de la vie, c'est-à-dire c'est des enfants, et elle est plus rare. Donc, pour le CMT familial, c'est quoi? C'est des gens qui font un CMT à l'âge de 30-40 ans. À chaque fois, on fait le dosage de manière systématique où il y a l'apparition d'un phéo ou bien hyperpara, il n'y a pas. C'est-à-dire, parce que lorsqu'on appelle le CMT, il est là en premier lieu. On bat l'apparition par les autres endocrinopathies. Dans le cas où le CMT familial, c'est-à-dire il y a deux cas, parce que dans le CMT, dans tous les cas, s'il est jeune, on doit explorer le reste de la famille. Mais qui met le CPT, familial. Le CPT, c'est le carcinome papillaire de la thyroïde. Le CMT, le fait d'avoir un, on a le droit de demander une thérocalcitonine, sauf une thérocalcitonine le reste à la famille. Mais ou le cas où on a un CMT, deux cas, le cas, on va demander le dosage des dérivés méthoxylés, la PTH et la calcémie phosphorémie. Je vous ai dit que c'est un cancer très invasif, très méchant, très métastatique. Déjà, les métastases ganglionnaires sont présents dans 20 à 30% de cas lorsque le CMT il est inférieur à 1 cm. Dans 50% de cas, il est supérieur à 1 cm et il est supérieur à 90% des cas lorsqu'il est supérieur à 4 cm. L'atteinte, elle est surtout foie, poumon et osseuse pour les métas. On peut avoir même là pour le cerveau, le péritonéal. Les métastases à distance sont souvent très diffuses sous forme des micronodules multiples. Le diagnostic commun, il est orienté lorsqu'on trouve un taux très élevé. S'il y a un taux très élevé de la thérocalcitonine, le patient compte sûrement qu'il avec le patient, il avait les 20 000 et quelques, déjà il était stade de métastase. Dans le cas, comment on fait? On demande un bilan d'extension complet. Mais chez le CPT, oui, il pose un problème. Là, vous pouvez demander, parce que le CMT m'a les cellules thyroïdiennes. Donc, on demande un bilan d'extension complet, ou une écho. On demande s'il y a c'est-à-dire sur le plan téléthorax ou l'alréna, on demande au même un TAP complet, c'est-à-dire thoraco-abdominopelvien pour voir l'os, pour voir le poumon, pour voir le foie, et on demande une scintigraphie pour voir même l'os s'il y a des métastases. Là, le CMT, c'est-à-dire il faut faire le bilan d'extension selon le taux de la thérocalcitonine. Si elle est très élevée, sûrement il est métastatique. Par contre, il y a on sait bien, il est pathognomonique, il est sensible, il est spécifique pour le CMT, la thérocalcitonine. Mais il y a quelques cas, on peut avoir une légère augmentation. Je vous ai dit une légère augmentation de la thérocalcitonine. Elle n'est pas vraiment très, très élevée. Ou parfois, même avec une légère augmentation de la thérocalcitonine, on fait quand même une thyroïdectomie. Vu que le cancer médulaire de la thyroïde, il est très méchant, on a le droit, c'est-à-dire d'indiquer une thyroïdectomie devant toute élévation de la thérocalcitonine. Parmi les tumeurs qui peuvent donner une augmentation de la thérocalcitonine, toutes les tumeurs endocrines, on a pancréatique et surtout pulmonaire, l'hypergastrénémie, c'est-à-dire LH, c'est les malades qui prennent les PP ou le bière mère ou bien les gastrinons. L'hypergastrénémie, elle stimule la sécrétion de la thérocalcitonine, les dialysés chroniques et l'hyperplasie à cellule C. On la trouve les thyroïdites d'Hashimoto
ou bien elle est adjacente au cancer thyroïdien. C'est-à-dire, où la maladie, il y a une destruction, il y a c'est-à-dire il y a une reproduction, c'est-à-dire une deuxième architecture de la thyroïde, où il y aura une hyperplasie des cellules C associée avec une légère augmentation de la thyrocalcitonine. Si le taux il est élevé, surtout si au-delà de 100, c'est un CMT avec parfois des métastases. Il faut aussi garder en tête que l'élévation physiologique chez la femme enceinte, en plus, elle est très élevée, la thyrocalcitonine, plus élevée chez l'homme que la femme, et souvent en raison de tabagisme. Donc, je vous ai dit, c'est pour le dosage de la calcitonine sous stimulation parfois, si on suspecte, c'est-à-dire si on trouve un taux qui est légèrement élevé, comme on fait, on sait bien que les EPP augmentent la gastrénémie. Donc, comme tu vois, les EPP augmentent la gastrénémie. Et la gastrénémie stimule la sécrétion de la thyrocalcitonine. Donc, on fait le test au proton. On le fait s'il y a une augmentation sous stimulation, c'est-à-dire le malade, il a un cancer de la thyroïde parce que le nombre de cellules qu'ils ont sécrétées sont quand même élevés, donc une tumeur associée. Pour le bilan génétique, je vous ai dit que c'est une atteinte, la recherche de quoi? De la mutation de RET, elle est systématique. Il faut savoir qu'elle est transmise de manière autosomique dominante, c'est-à-dire la moitié de la famille peuvent être porteuses de l'atteinte. Donc, d'abord, après, bien sûr, consentement à le patient, on va faire le dosage de rechercher la mutation du gène RET. Si elle est là, on doit l'identifier sur un deuxième prélèvement. Si elle est là, on fait le dépistage chez la famille. Si elle n'est pas là, on ne fait pas le dépistage. Si elle est là, c'est un porteur qui est asymptomatique, un apparenté porteur de la mutation, on fait ce qu'on appelle la thyroïdectomie prophylactique. C'est-à-dire, le cas index, le premier cas, patient par exemple âgé de 20 ans, 30 ans, il a un CMT qui est là. Après, après consentement à le patient, c'est-à-dire on va chercher la mutation du gène RET. On va trouver qu'il y a une mutation de gène RET, c'est-à-dire il y a une atteinte qui est génétique. On sait bien qu'elle se transmet d'une façon autosomique dominante. Donc, on va les proches, ses frères, ses sœurs, ses enfants, si elle a des enfants, le mère et le papa. Sûrement, le fait que un des deux, soit le mère, soit le papa. On fait pour la totalité. Si on trouve les patients qui ont une mutation c'est-à-dire il y a l'atteinte, on fait une thyroïdectomie prophylactique, on est tranquille. S'il n'y a pas l'atteinte, ils sont privés, c'est-à-dire qu'ils sont actuellement ils sont à l'épargne, il n'y a pas le risque de CMT. Le bilan d'extension, je vous ai dit, on fait écho pour la région cervicale, la TDM pour le médiastin et le poumon, l'écho ou l'IRM pour le foie et la scintille pour l'os. Pour l'anapathe, voilà un cancer médulaire de la thyroïde. Donc, c'est la fixation surtout les anticorps TCT, thyrocalcitonine, ils fixent. Voilà l'aspect avec le stroma amyloïde, l'aspect d'un cancer médulaire de la thyroïde. Et pour le diagnostic immunohistochimie, vous allez le voir avec Dr Eril Arras, et on fait l'immunomarquage anticorps anti-thyrocalcitonine, anticorps anti-thyroglobuline et anticorps anti-chromogranine. Pour voir, c'est-à-dire, normalement, c'est les TCT, les cancers médulaires de la thyroïde, ils fixent la TCT et la chromogranine, elles ne fixent pas la TG. Pour le traitement, c'est un traitement, on fait une thyroïdectomie totale. Là, on fait un curage, surtout si le taux il est élevé, on fait un curage central et périphérique, homo et bilatéral. Bien sûr, on doit éliminer d'abord un phéochromocytome par le dosage des dérivés méthoxyles et plasmatiques ou urinaires. Et parfois, s'il y a des métastases à distance, c'est-à-dire s'ils n'ont pas opérable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les opérer, malgré que ce n'est pas bien codifié, on propose une chimio, voire une radiothérapie. Pour le cancer anaplasique, c'est des cancers indifférenciés de la thyroïde, dont l'architecture n'est plus respectée. Vous voyez là, il n'y a pas les papilles, il n'y a pas l'aspect, il n'y a pas les vésicules, c'est des cellules indifférenciées. Là, c'est le cancer anaplasique.
Quelles sont les étiologies de cancer anaplasique? C'est la carence iodée, c'est la mutation, c'est la stimulation prolongée par la TSH, la radiothérapie et le traitement par l'iode a été évoqué. C'est-à-dire c'est des patients connus porteurs d'un carcinome papillaire de la thyroïde ayant bénéficié de plusieurs séances d'irathérapie, de radiothérapie métabolique. Hop, le malade, il nous fait un cancer anaplasique, c'est décrit, et parfois, ils sont de très mauvais pronostics. Comment faire le diagnostic clinique? Le diagnostic clinique dans le cancer anaplasique, il est très facile. C'est des patients qui consultent pour une transformation rapide et explosive d'un goitre ancien, associé avec des douleurs et les signes de compression trachéale, c'est-à-dire il n'arrive pas à respirer, il a une dysphonie avec une disparition de la mobilité lors de la déglutition, envahissement cutané ou ganglionnaire et surtout retentissement sur l'état général. Ces signes d'emblée, d'emblée la gravité de tableau. C'est-à-dire, il faut garder en tête que c'est une augmentation très rapide, explosive, avec signe de compression loco-régionale. Le diagnostic, en général, il est confirmé par la cytoponction. On a le temps, bien sûr, on a le temps de la faire parce qu'il est en général de très mauvais pronostics. Les malades, en général, meurent en suffoquant. Donc, le traitement, qu'est-ce qu'on doit proposer par ces patients? Si on a le temps, bien sûr, on propose une chirurgie, une radiothérapie, une chimiothérapie. Le pronostic, il est très médiocre, le cas le cancer anaplasique. En général, avec ou sans traitement, c'est des malades qui vivent en général une moyenne de 6 mois. Le lymphome, qu'est-ce que vous allez retenir pour les lymphomes thyroïdiens? Et le lymphome primitif de la thyroïde, il faut garder en tête que, entre guillemets, toute thyroïdite, c'est un lit de lymphome. C'est-à-dire, pour le suivi, tu as les thyroïdites, surtout thyroïdites d'Hashimoto, où on parlera des thyroïdites lymphocytaires, il y a un risque d'apparition d'un lymphome, c'est-à-dire s'il y a l'apparition d'un nouveau nodule sur une thyroïdite, on a le droit de faire une cytoponction un lymphome. C'est qu'il faut le garder en tête. Avez-vous des questions comme le premier cours? Quelqu'un me répond, s'il vous plaît. Oui, donc, quand il y a des questions, discussion, si vous pouvez dire. Bien sûr, bien sûr. Allez-y. Vous n'avez pas de questions, je n'ai pas compris. Vous avez de questions? Docteur, on vous a des questions par messagerie. Si vous pouvez les vérifier, sinon je les lis pour vous. Attendez. Messenger. D'accord. Une minute, nous donnons un décours, c'est mieux. La calcification, c'est un... Oui, pour la calcification, il faut garder en tête les microcalcifications, c'est un signe de malignité. La macrocalcification, le nodule thyroïdien, c'est un signe que le nodule, il est bénin. Donc, qui m'acteb hadak طارق زروق micro malin, macro bénin. Très bien. S'il vous plaît, docteur, quelles sont les conséquences au long terme d'une thyroïdectomie? En cas d'hypoparapostope, on donne quoi comme traitement? Les conséquences, la thyroïde, c'est la formation des hormones thyroïdiennes. Si on substitue un malade, les hormones thyroïdiennes, il est bien substitué, il n'y a aucun risque d'une thyroïdectomie. C'est-à-dire, le risque, c'est les risques métaboliques et conséquences cardiovasculaires et compagnie sur l'hypothyroïdie, voire coma, voire mort à l'hypothyroïdie en cas d'une thyroïdectomie. Si le malade, il est très bien substitué, c'est-à-dire la TSH, elle est dans les normes, le cas, il n'y a aucun risque. Tu as une thyroïdectomie.
Pour l'hypopara post-opératoire, plus fréquente par rapport aux autres étiologies, tu as l'hypopara. Parce qu'on a l'hypopara auto-immune, infiltratif, il y a l'atteinte post-opératoire. Je n'ai pas voulu rentrer trop dans le détail parce que déjà, comme un coup. En général, comment on fait les cancers médulaires plutôt, le cancer thyroïdien en général. Parce qu'on sait bien, le cancer thyroïdien, qu'on fait dans les deux cas, quel que soit médulaire ou bien papillaire, on fait c'est-à-dire la thyroïdectomie la plus dite totale. C'est-à-dire avec on racle, c'est-à-dire on peut enlever même le tissu parathyroïdien. Moi, je suis le cas les parathyroïdes parce qu'on sait bien qu'on a 4 parathyroïdes. بصح وحده قادره دير الخدمه تاع لي 4. دونك بكري واش كانوا يديروا مازال دوكا كاين دوكا تيب دو شيروجي et il enlève un des 4 parathyroïdes ou il l'implante au niveau de l'avant-bras باش من بعد كي يخدم لو شيروجي يكون à باه ما يتوشيش لي باراتيرويد c'est-à-dire ما ينحيهمش دونك il l'enlève يحطها سوا في لافون برا كاين يديروها même في لو muscle sternocleidomastoïdien c'est-à-dire en loco-régional il implante c'est-à-dire le tissu تاع لا باراتيرويد باش ما نطيحوش فيها فكيفاش en général نفيقوا في l'hypopara post-opératoire شوفوا كاين لي زيبوبارا post-opératoire immédiat parce qu'on sait bien que la parathyroïde elle sécrète c'est-à-dire elle sécrète c'est-à-dire le calcium, elle sécrète la PTH. Et la PTH, elle intervient dans l'activation de la vitamine D et elle vitamine D et la rénale. Ça, niveau osseux, elle stimule la résorption osseuse. C'est-à-dire, s'il n'y a pas du calcium, les réserves, elle les stimule. Au niveau de l'intestin, elle stimule l'absorption du calcium via la vitamine D. Au niveau rénal, elle stimule la réabsorption, elle stimule en fait la vitamination au niveau rénal, ou fait hydroxylation. Au niveau osseux, elle stimule soit la réabsorption, la résorption, soit elle condense, soit elle stimule la résorption du calcium. C'est la PTH. Donc, احنا كي نحيو les parathyroïdes, في هذا le cas يتنحيو les 4 parathyroïdes ou la totalité. هذا في le cas où il enlève le tissu, le parenchyme. هذا le premier cas. Quel est le deuxième cas où il touche la vascularisation, c'est-à-dire il y aura plus de stimulation parce que la parathyroïde elle sécrète la PTH, لازم تكون stimulée par quoi? Stimulée par l'hypocalcémie. C'est elle qui stimule. Il y a le phosphore, il y a aussi l'hyperphosphorémie, il y a l'hypocalcémie qui stimule la sécrétion de la PTH. S'il y a une atteinte vasculaire, il y aura pas c'est-à-dire il y aura pas la stimulation. Donc la parathyroïde, elle est là, mais elle est en inertie, c'est-à-dire ما على بالهاش باللي كاين un manque de calcium. Le cas de l'atteinte de la vascularisation, l'hypopara, elle est transitoire. En général, le renouvellement de la vascularisation, en général, 6 mois. Le cas où elle est définitive, c'est-à-dire où il n'a pas été comme tiens, où le chirurgien a les parathyroïdes, le cas, en général, l'hypopara, elle est définitive. Comment on la traite? On donne de la vitamine D active, parce qu'on sait bien, pour l'absorption, le calcium, il faut de la vitamine D active. Pas la vitamine D normale qu'on a les ampoules. Active. On va donner aux patients le 1,25 OH vitamine D. Pas la 25 OH vitamine D. Le 1,25 vitamine D, c'est le fameux 1-alpha. Le 1-alpha, en général, les gens l'insuffisance rénale ou hypopara, c'est la vitamine D active. Parce que l'ampoule تاع les vitamines D حنا اللي نشربوهم هادوك ولا les comprimés وين كاين la vitamine c'est une vitamine D inactive وين لازم la deuxième hydroxylation وحنا on sait bien que le cas normal c'est la PTH هي اللي elle active la deuxième hydroxylation vu qu'il n'y a pas de PTH في l'hypopara
Donc, il n'y aura pas une activation de la vitamine D normale. Dans le cas, on doit donner le 1-alpha, qui est la vitamine D active, en association avec du calcium. En général, pour le calcium, à l'adulte, il faut garder en tête qu'on donne le 1200 mg jour. C'est-à-dire à peu près deux comprimés, deux sachets, deux comprimés, 500. كيفاش نقولوا les malades? نقولوا les malades soit عاونوا روحكم بالماكله. On essaie de calculer شحال يدو le calcium entre le lait, le fromage et les fromages et les yaourts. Et on continue le reste à la substitution de calcium sachet. Si le malade il arrive à prendre les 1,200, c'est-à-dire le 1,2 g, on peut ne pas rajouter le calcium oral et on donne que le 1-alpha. C'est bon, Hadi, la question. Hadi, pas de son, c'est bon. Bah, docteur, s'il vous plaît. Pardon, la classification de CMT. Pour la classification, mais qu'est-ce qu'une classification de CMT? La classification de CMT, il faut garder qu'il y a le CMT sporadique et qu'il y a le CMT familial. Le CMT familial, c'est le cas où on va comment faire? On va faire l'hyperpara, rechercher l'hyperpara et le feuillot. S'ils sont présents, on est dans la NEM2A, c'est-à-dire néoplasie endocrinienne multiple type 2A. Et on les cherche à chaque fois, on trouve dans la famille de CMT, on a dans le CMT familial. Par contre, pour la NEM2B, la clinique elle est typique. Et que vous faites Internet, NEM2B ou que vous syndrome marphonoïde et neurome cutanéum que vous allez voir. En général, c'est au niveau de la langue avec un syndrome de Marfan. Cliniquement, en général, c'est l'apanage de sujets très jeunes. C'est-à-dire, c'est des patients où ils connaissent 2 à 3 ans pour la 2B. La 2A, c'est en général, c'est des gens entre 20 à 30 ans. Là, c'est ça la classification. Pas une classification pour l'autre. C'est quoi? Elle rentre dans le cadre de l'atteinte familiale, c'est-à-dire néoplasie endocrinienne multiple, soit dans c'est-à-dire l'atteinte sporadique. Now, une minute. هذه classification de CMT, intérêt de dosage de TG. Pour l'intérêt de dosage de TG, il y a deux. L'hyperthyroïdie factice, si on suspecte une prise cachée de la levothyrox, et dans le suivi des cancers papillaires de la thyroïde. Il faut garder en tête. Les deux intérêts de dosage de la TG. Dosage de la TG, في لو كا كيكون عندنا hypothyroïdie congénitale. ما باش اسبق لي l'hypothyroïdie congénitale, c'est-à-dire que les hypothyroïdies congénitales عند le bébé, c'est on suspecte une هذا لو كا باسكو l'hypothyroïdie congénitale قادره تكون quoi une hypothyroïdie thyroïdien, soit qui n'est pas, il y a la moitié qui est là ou pas, soit autre atteinte. Dans le cas, le TG de l'enfant, vous le gardez pour l'hypothyroïdie congénitale, hyperthyroïdie factice et le suivi dans les cancers thyroïdiens. هادو اكتبوهم. واش عندنا تاني؟ Très bien. ريبوندات هذيك هبات الرحمن. C'est juste ça. En cas de CMT familial, on fait le dépistage de la... Oui, pour l'atteinte en CMT, parce qu'il y a le cas index, le premier CMT. On fait le dépistage systématique et la thyroïdectomie, le traitement curatif, on la propose la thyroïdectomie prophylactique s'il y a la mutation de gène RET. On l'a, tu fais de la question, ma femme, نشوف لها صوتيت كلاسيفيكاسيون هادوما سي بون انتيري تي جي دونك سويفي دو كونسير راني فيها هذه انا فهمتهاش اون كا دو سي ام تي فاميليال اون في لو ديبيستاج دو لا فامي وي قلت لكم اون في لو دوزاج دو لا تيروكالسيتونين وفي لو كا كي نديروا معناتها باش هضرنا الفاميليال معناتها لقينا لا ميوتاسيون دو جين ريت في هذا لو كا اون في لو ديبيستاج دو لا لي بروش تاعك شغل دو بروميير دوغري le cas index, c'est-à-dire frères, sœurs, les parents et leurs descendants et ascendants.
Pour la thyroïdectomie, reste le meilleur traitement curatif. شوفوا ما كاش traitement il est là le CMT bien sûr la thyroïdectomie إذا ما راهوش au stade de métastase c'est traitement curatif mais في le cas où كاين atteinte de mutation de gène RET atteinte de mutation de gène RET في هذا le cas on fait une thyroïdectomie prophylactique دوكا حاجه واحده اخرى des dystéroïdes واش معناتها ما فهمتش et la thyroïdectomie reste le meilleur traitement curatif des dystéroïdes هذه ما فهمتش واش معناتها كيسيون شكون اللي بوزاها يقول لك خالده رحماني سي سا خالده رحماني خالده